Le Mali, le Niger et le Burkina Faso coupent le pont avec l'Organisation internationale de la francophonie. Les conséquences d'une telle rupture sont-elles maîtrisées? Nous analysons la situation avec nos consultants aujourd'hui au plateau. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Didier Nouroudoun. Allô Didier, bonjour. Bonjour Gilles. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes journaliste, spécialiste en communication pour un changement de comportement et d'impact. Comportement social et d'impact. Et d'impact social. Oui. Vous êtes le directeur général d'Afrique Dev, Afrique Action et Développement. En votre compagnie, celui qui ne change pas, sans suspense, son excellence, Sogoyou Kokou Kegewe. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à nos téléspectateurs. Excellence Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Si vous nous suivez ce dimanche à midi en direct sur satellite, sur notre application Niworld TV, sur Facebook ou YouTube, vous êtes en direct et vous êtes autorisé à contribuer à la richesse de cette émission. Envoyez-nous vos commentaires via WhatsApp également, plus 228 96 08 43 43. Et puis, likez cette émission, commentez abondamment. Et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et dernière consigne, partagez votre forum La Voix de l'Afrique qui change. Alors, chers consultants, la sortie du Mali, du Burkina et du Niger, de la francophonie, vous paraît-elle une suite logique, la logique de la dynamique souverainiste qui caractérise désormais la diplomatie de ces trois pays? Didier, allô? Oui, Gilles Bocco, merci. Et vraiment, merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le globe. Mais avant de répondre à votre question, vous me permettrez tout d'abord de m'acquitter d'un devoir, celui d'avoir une pensée particulière pour les 44 victimes de Fambita, dans la région de Tillabéri à Terra, précisément au Niger. C'était le 21 mars dernier où les forces du mal, les ennemis, ont encore commis cet attentat barbare sur des populations dans ce mois de Ramadan. Des populations civiles. Des populations civiles, il faut le préciser, dans ce mois de Ramadan où, et précisément encore à une heure de prière où les gens se sont rassemblés dans une mosquée pour prier. Alors très sincèrement, nous avons une pensée particulière pour ces victimes, pour leurs familles, pour le pays et tout l'espace AES. Ceci étant dit, Afrique Action et Développement, Africa Dev, nous sommes spécialisés en communication pour un changement de comportement social et d'impact. Et nous en appelons encore de vive voix du haut de cette tribune ce matin. J'en appelle à une synergie d'action de l'AES et de tous les pays pour que vraiment on puisse trouver une solution durable à ce mal. Pour revenir donc à votre question, la bonne nouvelle de ce retrait, c'est que c'est même à Niamey, et précisément dans un mois de mars, exactement le 20 mars 1970, que la l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a été portée sur les fonds baptismaux. Donc aujourd'hui, 55 ans après, et précisément encore dans un mois de mars, et à partir de Niamey toujours, cette organisation a commencé par voir son démantèlement. Démantèlement, pourquoi? Parce que après le Niger, vous savez que désormais les pays de l'AES sont dans la solidarité diplomatique. Et tous les autres pays de l'AES, le Mali et le Burkina, ont emboîté le pas, ont suivi donc la décision du Niger. Et nous pensons et nous espérons que les autres pays aussi membres de l'OIF vont un à un faire le vide et pour que cette OIF devienne pratiquement une coquille vide. Et d'ailleurs, elle a toujours été une coquille vide puisque si vous vous rappelez, lorsque l'OIF a été créée, elle avait une mission bien précise, elle avait des buts bien fixés. Et l'un de ces buts, justement, c'était la promotion de la langue française et de la diversité culturelle. Et vous remarquerez avec nous, en 1970, on parlait déjà de la promotion et de la diversité culturelle, alors que je me souviens très bien que nous, en classe, dans les années 70 et 80, on n'avait même pas le droit de s'exprimer dans nos langues nationales. On ne pouvait même pas. C'est-à-dire qu'on a été conditionné pour avoir honte de parler de nos langues, pour avoir honte de parler, de parler dans nos langues à nous, dans nos langues maternelles, qu'on traitait de vernaculaire et de tous les noms d'oiseaux. Donc je pense qu'à ce niveau, par rapport à son premier objectif, l'OIF a complètement échoué.
Sa deuxième mission était de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Quand vous prenez aujourd'hui tous les pays, particulièrement les pays africains qui sont membres de l'OIF, il y a quelle paix dans ces pays-là? Je vais parler de paix économique par exemple, parce que quand on parle de paix, il faut parler d'une paix complète. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'OIF a posé des actes qui sont restés ancrés dans l'histoire et qu'on peut citer un exemple comme une quelconque promotion de paix et de droits de l'homme? Je pense qu'il n'y en a pas du tout. Et le troisième objectif de l'OIF, elle devrait appuyer la formation, l'enseignement et la recherche. Aujourd'hui, l'OIF n'a rien financé en matière de recherche. Si vous prenez le cas du Niger par exemple, la France exploite depuis toujours l'uranium du Niger. La France et le Niger étaient ensemble dans l'OIF, mais en quoi la France a aidé le Niger pour aller vers le nucléaire civil? Jusqu'à présent, le Niger continue par trouver des stratagèmes pour avoir de l'électricité, alors que c'est son uranium qui permettait à la France d'avoir de l'énergie 24 heures sur 24. Et donc, je pense que sur tous les plans, l'OIF a complètement échoué. Sa quatrième mission était d'aider au développement de la coopération économique au service du développement durable. Là encore, je pense que le résultat aussi, c'est 0 plus 0. Donc, vraiment, nous félicitons donc les pays de l'AES qui ont pris leur courage à deux mains et qui sont sortis de cette histoire. Mais la bonne nouvelle dans cette affaire de sortie des pays de l'AES, de cette organisation de la francophonie, c'est que aujourd'hui, l'OIF faisait partie des derniers remparts qui constituent des moyens de pression contre l'AES. Parce que vous savez que comme l'AES, ils se sont retirés de la CEDEAO, il n'y avait plus que ces petites structures satellites qui pouvaient permettre à la France colonialiste d'exercer une pression continue sur ces pays. Et je crois qu'aujourd'hui, les pays de l'AES sont complètement sortis et c'est une manière pour ces pays-là de progressivement se détacher complètement de l'influence et de la domination française. Évidemment, c'est quelque chose que nous, au niveau de Afrique Action Développement, nous saluons. Excellence Sogoyou Kegewe, vous n'êtes pas surpris de cette rupture avec l'OIF? Non, je suis parfaitement d'accord avec ce que mon ami a dit, mais il y a un détail. Les pays du Sahel ne sont pas partis. C'est l'OIF, disons, qui les a abandonnés en plein vol. Comme ces gens-là en ont l'habitude. Ils viennent vous mentir, ah, nous sommes amis, on va travailler ensemble. Et puis dès que leur humeur, vous ne plaisez plus à leur humeur, ah ben, ils vous abandonnent en plein vol. Parce que, a priori, l'OIF, c'était une bonne idée pour que les gens parlent la même langue. Vous voyez, si aujourd'hui il n'y avait pas le français, ben, vous êtes du Niger, je ne comprends ni le Djerma, ni le Peul, ni le Tamashek, ni le Haoussa. Je ne sais pas comment, toi et moi, on aurait pu converser. Même mon ami Gilles, qui est togolais, eh ben, il parle une langue, et je parle une langue, et il n'est pas censé comprendre ma langue, je ne suis pas censé comprendre sa langue. Donc, c'est une bonne chose qu'on ait une langue en commun et que de Conakry jusqu'à N'Djamena, de N'Djamena jusqu'à Kinshasa, de Kinshasa jusqu'à Cotonou, que quand tu voyages dans cette sphère, tu puisses aisément t'exprimer et te faire comprendre. Donc, l'idée était bonne. Mais comme toujours, dès qu'il y a quelque chose qui est bon, qui peut ou qui risque d'être bon pour les Africains, les gens là trouvent toujours un moyen de foutre le bordel habituel. On part de très bonnes intentions, comme c'était pour la CEDEAO, on part de très bonnes intentions, et après, toutes les intentions se politisent et se radicalisent politiquement contre les populations. L'OIF était, comme vous l'avez rappelé, pour promouvoir la langue, pour promouvoir nos cultures. On n'a pas dit la culture française, mais il y avait le signal à l'école. Tu parles ta langue, on te met la peau d'âne, le crâne de mouton au cou. Donc ça veut dire que l'OIF... Ou de l'escargot. Voilà. L'OIF, même depuis le départ, c'était une escroquerie. Il n'y avait pas la promotion des autres cultures. Il y avait la promotion du colon, du colonisateur, de ces cultures et de toutes les perversions que ces cultures-là contiennent. Aujourd'hui, quand ces gens dans leur pays parlent de leurs valeurs, nous tous, nous savons ce que ces valeurs-là contiennent et nous ne les épousons pas. Eux aussi, ils n'ont qu'à respecter nos valeurs et nous, on va voir ce qu'on peut respecter chez eux. Donc,
Ils sont venus avec une bonne intention. L'OIF, maintenant, graduellement, sans qu'on y fasse attention, a glissé pour se retrouver en plein dans la politique. C'est devenu un fouet contre les régimes africains. Moindre chose, l'OIF t'a exclu. Moindre chose, est-ce que c'était le travail de l'OIF de savoir ou de contrôler quel pays fait démocratie, quel pays fait droit de l'homme, quel pays fait coup d'État? Ce n'était pas ça a priori. La culture, la promotion de nos langues ne passait pas par là. Mais on en a fait un instrument parce qu'il faut toujours continuer à brimer les Noirs, à les traiter comme des chiens. Et ça a tellement réussi que dès que tu dis le contraire, on croit que c'est toi le problème. Aujourd'hui, tu dis que tu espères que les autres pays vont suivre. Non, les Noirs ne sont pas comme ça. Ils ne supportent pas les Noirs. Actuellement, tu dois voir qu'il y a d'autres Noirs qui font la danse du ventre parce que les pays du Sahel sont venus et sont partis. Ah, les Blancs ne les aiment pas. Nous, on est les amis des Blancs. Alors tu les vois, ils bombent le torse parce que les Blancs les ont gardés dans l'OIF. Donc, il ne faut pas réfléchir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que nous réfléchissons. Nous sommes capables de réfléchir de la même manière pour défendre nos intérêts. Maintenant, c'est l'OIF qui abandonne des pays, soi-disant qu'ils ont fait coup d'État. Mais le plus cocasse, je qualifierais ça même de criminel, le plus criminel, c'est qu'on n'applique pas les mêmes règles à tous les pays qui ont fait coup d'État. Donc tu fais coup d'État. Vous faites allusion à la Guinée qui a été réintégrée par... En octobre dernier. Oui, oui. Donc tu fais coup d'État, on attend. Est-ce que malgré ton coup d'État, ton fer, ton uranium, ta bauxite, tout, on peut venir ramasser ça cadeau? Si on peut continuer à ramasser ça cadeau au détriment de ta population, ok, là c'est un très bon coup d'État, c'est un coup d'État, je l'ai dit la dernière fois, halal, comme disent les musulmans. Ah là, toi tu reviens dans l'OIF. Mais si tu as l'outrecuidance, comme le Niger, de dire mon uranium m'appartient, comme le Mali, mon or m'appartient, comme le Burkina, mais on dirait non, ça c'est pas un coup d'État halal, c'est haram. C'est haram. Donc, toi, on te sort de l'OIF. L'OIF est devenu un fouteur de merde, comme la CEDEAO, comme l'Union africaine. Ils s'en foutent de la souffrance des populations. Tu t'imagines, l'OIF est là pour promouvoir les langues. Et dans nos pays, mais tout le monde parle français. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est les Français, là, qui donnent des armes, munitions, couverts, gîtes, à des gens qui se promènent dans la savane, qui n'ont jamais parlé français, pour aller tuer ceux qui parlent français. Et tu te demandes, mais comment? Ça sert à quoi de partager la même langue si vous ne nous protégez pas quand on a un problème, et vous donnez plutôt les moyens à des gens qui ne parlent pas cette langue pour venir nous tuer comme des poussins? Mais Excellence, est-ce que ce n'est pas un mauvais procès que vous faites à la francophonie? Parce qu'on l'a accepté quand elle faisait les intrusions sur la sphère politique. On a vu les missions de l'OIF auditer des fichiers électoraux, par exemple au Togo, même au Niger, vous les avez acceptés à cœur joie. Donc aujourd'hui, si vous vous plaignez des intrusions politiques, on ne se plaint pas, on a accepté leur intrusion parce qu'on n'a pas le choix, mais il faut faire attention. Nous était aujourd'hui le courage ou la témérité des gens du Sahel. Est-ce que quelqu'un peut dire un seul mot contre l'OIF? Ce serait blasphémer contre Dieu. Tu crois que quoi? Que le Togo va refuser qu'on audite son fichier ou bien le Niger va refuser? Mais on va te rayer parce que quand ces gens viennent soi-disant pour auditer, c'est pour se mêler de ce qui ne les concerne pas. Quand ils viennent, ils ont leur contact, ils savent comment faire pour que les élections à la fin, les résultats soient empoisonnés pour redresser les habitants d'un pays, les uns contre les autres, pour les affaiblir et continuer à l'exploiter. L'OIF n'a jamais joué quelque part pour apaiser quoi que ce soit. La preuve. Mais tu t'imagines un pays qui se moque du français? En l'occurrence, le Rwanda. Et il a raison, je ne le condamne pas. Le Rwanda parle anglais. Il était francophone et il a dit, ça va, moi je parle anglais. Mais qu'est-ce que les gens là ont fait? Ils sont allés lécher les bottes de Kagame et ils lui ont donné la place de secrétaire général de la francophonie à son ministre des Affaires étrangères. Et Mme Mouchikouambo. Mais est-ce que tu trouves du bon sens dedans? Non. Donc moi je ne serais même pas surpris que demain, les mêmes Français reviennent lécher les bottes aux gens du Sahel pour leur dire non, calmez-vous, non seulement on va vous réintégrer, on va vous donner le secrétaire général de l'OIF. Un Abdoulaye Diop ferait bien l'affaire. Donc moi ça ne m'étonne pas. Ces gens n'ont pas de scrupules, ils calculent leurs intérêts et quand leurs intérêts sont en jeu, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de scrupules, il n'y a pas de honte, il n'y a aucune considération
de ce que les gens pensent ou disent. Didier Alou, Voilà. en dehors de la considération idéologique dont nous avons abondamment parlé, de quoi concrètement est coupable l'Organisation internationale de la francophonie? Oui, d'abord par rapport à ces deux pays, à ces pays de l'AES, il faut comprendre que, comme l'a dit l'ambassadeur, l'OIF c'est une politique qui a plusieurs standards en même temps. Et le cas de la Guinée-Conakry est un cas frappant, c'est-à-dire que pendant qu'on dit le Niger, le Burkina et le Mali qu'on les traite de tous les noms, et dans le même temps, vous avez bien vu que c'est encore le même coup d'État qu'il y a eu en Guinée, mais que quelques mois plus tard, la Guinée a été réintégrée dans cette organisation. Mais en fait, ce qu'il faut préciser, l'ambassadeur a trouvé des avantages à l'OIF, je le lui concède, ce n'est pas faux. C'est intéressant en effet qu'un grand nombre de populations puissent se comprendre et s'exprimer dans la même langue. Mais à la base, lorsque l'organisation est montée, je ne suis pas sûr que l'idée originale ou les intentions qui motivaient la création de l'OIF étaient des intentions saines envers les États africains. Parce que rappelez-vous, on était après la guerre, lorsque précisément tout a commencé, je crois, dans les années 60, où les pays devraient donc bénéficier de ce qu'on nous avait donné comme indépendance. Et le modèle anglais avait quand même laissé la main dans une certaine mesure aux pays donc, qui sont colonisés par la Grande-Bretagne et qui avaient l'anglais en partage. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué au niveau des pays francophones d'Afrique? La France voulait coûte que coûte continuer à garder donc ces pays sous son influence et sous son giron. Cela a amené les dirigeants français à innover, à trouver des stratagèmes pour continuer à réussir leur coup tordu. Et l'une de ces organisations qu'ils ont réussi à mettre sur pied, c'est l'OIF. Et qu'est-ce que l'OIF a apporté? Il y a le franc CFA, bien sûr, mais ensuite, il y a beaucoup d'autres... Est-ce que c'est l'OIF qui a apporté? Non, je dis que parmi les stratagèmes qu'ils ont montés pour continuer à maintenir les pays francophones d'Afrique sous influence française, il y a beaucoup de choses qu'ils ont créées, telles que par exemple le franc CFA. Et nous parlons aujourd'hui, ce matin, de l'OIF. Qu'est-ce que l'OIF a fait, pour être clair? Tout ce que l'OIF a fait, c'est de... bien sûr, garder le français en langue commune où nous parlons dans l'espace. Et ensuite, qu'est-ce que ça a donné? Vous savez qu'autour d'une langue, il y a une question de culture. La langue induit forcément la culture, induit des habitudes, induit une éducation. Et c'est ce que les Français ont fait à travers l'OIF. C'est tout. Ils n'ont pas fait quelque chose d'extraordinaire. Ils n'ont rien apporté de plus aux Africains. L'OIF n'a absolument rien fait. C'est vrai que de temps à autre, ils font un saupoudrage de quelques projets, mais en réalité, ça n'a absolument rien apporté. Tout ce que ça nous a amené, c'est de nous amener à nous habiller comme des Français, à nous exprimer comme des Français, à réfléchir, à penser, parce que, mais figurez-vous que dans les pays, dans beaucoup de pays francophones d'Afrique, c'était quoi le modèle? Le modèle, c'est quelqu'un qui est bien cravaté, qui s'exprime bien en français. Ce n'est pas un ingénieur, ce n'est pas quelqu'un qui sait fabriquer quelque chose, qui peut innover quelque chose, comme comme on peut voir le cas dans les pays anglophones. Et ce n'est pas un fait de hasard si vous voyez les pays anglophones s'industrialiser mieux que les pays francophones. Si vous prenez mon pays, le Bénin par exemple, il a fallu que le président Talon arrive pour qu'on amorce une vraie industrialisation du Bénin. Sinon, avant ça, il n'y avait pas, il n'y a rien. On n'a pas d'industrie, on n'a rien du tout. Donc, bien que dans les objectifs de l'OIF, il est bien écrit le développement de la coopération économique au service du développement. Vous savez que le franc CFA n'est pas admis en France. Ce n'est pas utilisé et pourtant c'est produit là-bas. Donc, c'est pour vous dire que l'OIF n'a absolument rien fait de bon. Donc, aujourd'hui, moi, je ne trouve pas. Je peins tout le tableau de l'OIF en noir complètement et je pense, et les autres pays qui ont le français en partage là, oui, on peut parler le français, mais on ne peut rien gagner de l'OIF. Absolument rien du tout. L'OIF, c'est quand même peut-être 93 pays membres.
3 en sortent, il reste 90. On peut dire que cette sortie, est-ce que ce n'est pas un épiphénomène? C'est très très loin d'être un épiphénomène. Parce que 93 membres, il y a membre dans membre. Si aujourd'hui un seul pays comme le Congo, le Zaïre, sort, l'UIF est tombé. Pourtant, c'est un seul sur 93. Le Congo fait plus de 110 millions d'habitants francophones. Maintenant, les 3 pays du Sahel mis ensemble, mais tu approches les 100 millions d'habitants. Qu'est-ce que ça a à voir avec les pays anglophones qui se sont introduits dans l'OIF pour tel ou tel calcul politicien de leurs dirigeants? Ça n'a absolument rien à voir. Il a parlé, par exemple, de comment les gens, il faut costume, cravate, machin. Gilles, il ne faut pas aller loin. Chez nous, à côté de nous au Ghana, en général au Ghana, dans l'après-midi, on encourage les gens à s'habiller en tenue traditionnelle. Tu as vu le nouveau président élu, tu as vu comment il est habillé durant les prestations de serment, les visites de machin, mais il s'est habillé comme un Africain. Et puis phénomène, il y a membre et membre, il y a l'influence, le poids de chaque membre, et les 3 pays du Sahel ne sont pas du tout à négliger. Et quand tu prends un pays comme je l'ai dit, le Congo, prends les habitants du Congo, qui sont tous francophones. Mais on a donné secrétaire général qui au Rwanda, ils sont combien? Et d'ailleurs, ils se foutent du français. Ils se foutent du français. Ça veut dire que même si c'est un pays qui se retire, c'est une catastrophe pour l'OIF. Et la catastrophe là, elle va aller s'amplifiant. Les 3 du Sahel sont partis, d'autres vont suivre aussi. Parce que l'OIF n'est plus là pour promouvoir ni la langue ni la culture, mais pour pratiquer du terrorisme politique, diplomatique contre nos pays. Et ça ne marchera pas. Les élections, tu dis, ils ont audité le fichier. Mais tu sais ce qui se passe? Ils viennent, quand il y a les élections l'année prochaine, un an avant, ils sont déjà dans le pays. Ils infiltrent toutes les instances, ils manipulent tout le monde et ils sèment la zizanie entre les hommes politiques. C'est comme ça qu'ils font ça. Pourquoi tous les jours, quand il y a des élections dans les pays francophones, malgré la présence et la supervision de l'OIF, il y a toujours des contestations et des violences? Pourquoi? Les Anglais, avec comment tu l'appelles, le Commonwealth, il ne faut pas cette pagaille, ils n'ont pas ce bordel. Donc, l'OIF vient auditer vos fichiers, on dit non, ils doivent être en amont, on doit surveiller ceci, on doit surveiller cela, ils sont là à choses. Mais c'est pas normal, il faut qu'on sorte de ça. Il est normal que les pays du Sahel, qui veulent, disons, manifester leur souveraineté, se débarrassent de ça. Tu ne peux pas être souverain, tu parles la langue de quelqu'un, ça ne lui suffit pas, il utilise cela pour créer une association, pour te terroriser avec. Ah, on a fait un coup d'État, l'OIF vous a exclu. Mais c'était le travail de l'OIF, non pas d'exclure, mais d'aller négocier. Puisque vous parlez la même langue. Mais mon frère, c'est quoi cette histoire de ceci ou de cela? Non! Ils agissent, ils sont plus radicaux que les politiciens racistes de leur pays. C'est comme ça qu'ils agissent. Didier Alou, est-ce que cette rupture ne va pas davantage isoler les 3 pays du Sahel du bloc occidental? Non, il n'y a pas d'isolation. Après les événements qui se sont déroulés dans ces pays, avec le renvoi des bases militaires de l'espace et avec la dénonciation de tous les accords avilissants, eh bien, la France a... Évidemment, pas seulement la France, mais tous ces pays qui se sont alignés et qui s'appellent l'UE et qui tentent quand même de continuer à parler de précaré, à parler d'influence de précaré en Afrique. D'une manière ou d'une autre, ces pays, ce sont ces pays qui eux-mêmes se sont isolés parce qu'en réalité, c'est eux qui ont besoin de l'uranium, c'est eux qui ont besoin de l'or, c'est eux qui ont besoin de nos ressources. Donc, si on va parler d'isolation, l'isolation, ce n'est pas nous, c'est eux qui ont besoin de nos richesses et qui tentent de nous faire croire que nous sommes des pays pauvres. En réalité, on est pauvre en quoi? On est pauvre en rien du tout. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour nous développer. Donc, s'il faut parler d'isolation, c'est bel et bien eux, ces pays-là, qui sont en train de s'isoler. Moi, je ne vois pas qu'avec cette sortie, que l'AES est en train de s'isoler aucunement. Excellent. Isolé comment? Mais aujourd'hui, la seule partie du monde qui est isolée, c'est l'Occident. C'est les pays européens qui sont isolés. Ils se poumonaient, se tapaient la poitrine, on va isoler Poutine. Mais ils sont aujourd'hui... Ils n'ont pas réussi. Attends, eux-mêmes, ils sont alignés le doigt sur la couture pour acheter le pétrole de Poutine, le gaz de Poutine,
les métaux de Poutine sans lesquels ils ne peuvent pas fabriquer leurs avions. Quand moi je les vois faire la gueule, 800 milliards, on va fabriquer les armes. Vous fabriquez avec quoi? Poutine et les Chinois ont les matières dont vous avez besoin pour fabriquer vos armes. Donc c'est eux qui se sont isolés. Poutine se retrouve aujourd'hui le champion des BRICS, ce qui n'est pas peu dire. Il se retrouve le champion des BRICS. Il est adulé et adulé par le reste du monde. Qui parle de ces pays occidentaux-là encore dans nos pays ici? Qui en parle? Mais personne, ils se sont isolés. Mais tu ne peux être isolé de ces pays que si tu n'as rien à vendre. Mon ami, nous avons tout. Dès que le Niger a mis les Français dehors, mais d'autres Européens sont venus signer des accords pour acheter comment on appelle ça, l'uranium. Donc quand tu n'as rien, on peut t'isoler. Ils vont s'isoler et prendre les matières premières dont ils ont besoin, dont leurs industries ont besoin. Ils seront obligés de tous délocaliser pour aller produire en Chine ou aux États-Unis parce qu'ils n'ont absolument rien. Ils se sont isolés, tant mieux. Ils n'ont qu'à construire une muraille de Chine autour de l'Occident, tant mieux, mais ça fait leur affaire. Nous, on ne se mêle pas de ça. Donc, l'AES ne s'isole pas. L'AES fera des émules. Des gens copieront l'AES, mais personne n'ira copier l'Occident. Mais bon, quoi qu'on dise, l'Organisation internationale de la francophonie a quelques instances pour appuyer nos différents pays dans des projets divers. Je veux parler par exemple de l'Agence universitaire francophone qui appuie des universités des pays membres, l'Association des maires francophones, la Confégès, ces différentes instances qui ont quand même développé des projets sur le terrain. Maintenant que ces trois pays sortent de la francophonie, est-ce que ça ne représente pas un manque à gagner pour ces projets financiers? Pour ces projets financiers? Bon, je ne sais pas, mais peut-être que à une autre occasion, Gilles Bocor, vous allez nous sortir la liste des résultats ou des produits, voilà, de ce que l'agence, de ces fameuses agences de développement apporte, ou qu'est-ce que ça nous a apporté, en quoi ça a fait évoluer ces pays. Bon, peut-être qu'il faudra une autre émission pour décortiquer, mais pour ce qu'on sache, l'OIF n'a absolument rien apporté. Mais je voulais parler quand même de la dynamique qui est en cours dans le Sahel. C'est une dynamique à prendre au sérieux. Si vous avez bien regardé, si vous avez suivi l'actualité nigérienne, le Niger ne s'est pas du tout gêné pour mettre à la porte un DG de la Soraz, un DG de WAPCO, des Chinois, un DG de la CNPC. Ces trois sociétés interviennent quand même dans l'exploitation du pétrole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la dynamique ne consiste pas à dire on chasse les Français et puis on accepte tout de ce que les partenaires actuels sont en train de... Non, quand vous ne faites pas correctement, l'AES est aujourd'hui complètement décomplexé. C'est vrai, on a besoin de partenaires, mais on a besoin de partenaires sérieux, sincères. Comment pouvez-vous imaginer, par exemple, qu'au Niger, dans la même société, pour les mêmes contraintes de travail, qu'il y ait des agents chinois qui gagnent 20 fois plus que le Nigérien? Mais le pétrole appartient à qui? Le pétrole n'appartient pas à l'État chinois. Donc c'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, dans l'AES, les dirigeants veulent montrer clairement la dynamique qui est en cours et on est en train de parler aujourd'hui de partenariat gagnant-gagnant. Et ce n'est pas du folklore. Donc pour revenir un peu à votre question, il n'y a pas de manque à gagner. Absolument pas. Il n'y a pas de manque à gagner. Si l'aide pouvait aider les pays africains à se développer, ça fait 60 ans que nous faisons ce qu'on appelle la politique de la main tendue. C'est-à-dire nous faisons des projets pour nous, ce sont nos routes, ce sont nos hôpitaux, mais nous attendons que l'argent vienne d'ailleurs. Or, nous avons tout ce qu'il nous faut. Il suffit simplement de l'exploiter, de les vendre à un bon prix, de diversifier nos partenaires, de trouver des gens qualifiés, sincères, qui ne sont pas là simplement pour ramasser nos ressources et aller se développer chez eux et nous laisser avec quelques cacahuètes. Donc je pense que c'est... Tant que nos pays vont finir avec cette politique de main tendue et chercher à faire des développements de façon endogène, c'est-à-dire trouver ce qu'il y a chez nous pour produire le développement dont nous avons besoin, il n'y a absolument pas de manque à gagner.
Il me semble que ce qu'il dit est vrai par endroit, parce que j'ai entendu un ministre français dans la semaine se prononcer dans la semaine sur la renégociation des contrats miniers avec Orano et le Niger. Le ministre a reconnu qu'un audit est nécessaire et que les revendications du gouvernement nigérien sont légitimes. Pourquoi il a besoin de mettre 2 ou 3 ans avant de savoir que c'est légitime, alors que tout ce temps, ils l'ont passé à vouloir faire des coups d'État contre Kiani? Pourquoi depuis le départ, ils n'ont pas vu que acheter 1 kg d'uranium à 80 centimes d'euros au Niger et on l'achète à 200 € ailleurs? Pourquoi il n'a pas compris? Est-ce qu'on avait besoin d'aller à Polytechnique, à Normal Sup, à l'ENA pour expliquer aux dirigeants français que ce n'est pas humain? C'est simplement pas humain. Ce n'est pas une question de ils ont raison ou non. Ce n'est pas humain. Ils nous traitent en dehors de toute humanité. Ce n'est pas humain. Ils vont renégocier les contrats. Mais Gilles, depuis que nous parlons dans ces émissions, qu'est-ce qu'on a dit? On dit, mais la France n'a qu'à changer d'attitude et faire les affaires avec tous les pays. Mais comme son premier point fort, c'est l'arrogance. Parce que dans sa tête, vous n'êtes que des colonisés. Vous n'êtes que des colonisés, sinon vous n'êtes que des esclaves. Et il n'est pas question de négocier avec un noir des prix justes pour ses produits. C'est ce qu'ils ont démontré au Niger avec l'uranium. Dans tous nos pays, c'est le même scénario. On vous prend tout pratiquement cadeau. Il faut continuer d'accuser les autres. Parce que quand le Niger a tapé du poing sur la table, les autres ont été obligés de s'aligner. Ça veut dire que dans une certaine mesure, les Africains n'ont à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Oui. Va demander à Bokassa comment il a perdu le pouvoir. Va demander à Gbagbo comment il a perdu le pouvoir. Je donne que ces 2 exemples. Mais il faut quand même, excuse-moi le terme, avoir des couilles en acier comme nos frères du Sahel pour le faire. Et depuis qu'ils ont fait ça, regarde les menaces sous lesquelles ils vivent. En plein Ramadan, on envoie des gens massacrer les gens. Tu crois que ces massacreurs-là, mais ils sont envoyés, ils sont encouragés. Il faut semer le désordre, il faut désorienter les populations. Donc ce n'est pas tout le monde qui a le courage de dire non à ces pillages, à ces vols. Mais je vous dis, je vous raconte toujours l'histoire de Haïti. Quand les Haïtiens, les Toussaint Louverture, Dessalines, ont infligé une honteuse défaite militaire à Napoléon, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On a dit à Haïti de payer ce que les négriers, c'est-à-dire que les propriétaires d'esclaves, ont perdu. Parce qu'ils ont pris leur indépendance. Mais c'est le même schéma chez nous. Pourquoi on n'envoie pas nos jeunes étudier un peu l'histoire de Haïti pour savoir ce que les attend chez eux? Alors, si les pays du Sahel veulent s'en sortir, si ces pays développés étaient conscients, on n'avait pas besoin d'attendre 2 ans pour qu'un ministre dise « Ah, ils ont raison ». Comment ils ont raison? Ils n'ont pas que raison. Vous êtes des criminels. Vous avez commis des crimes contre ces pays, ces peuples, depuis plus de 100 ans. Mais nous avons toujours dit, la France, change ton discours. Personne n'est contre les Français. Personne. Je ne connais personne, ni au Togo, ni dans le Sahel, qui est contre les Français. Mais l'arrogance, le mépris de l'autre, le désir d'exploiter, d'escroquer, de piller, d'appauvrir, pour avoir l'honneur de proclamer les pays les plus pauvres. Comment vous n'avez pas honte de proclamer pays les plus pauvres des pays que vous régentez depuis plus de 100 ans? Pourquoi c'est vos pays qui sont les plus pauvres? Où sont les pays anglophones, lusophones? Ils sont où? Et vous, vous êtes les champions des pays les plus pauvres. Donc laisse tomber ce ministre qui veut changer de discours, mais il le fait maladroitement. Maladroitement. Ils n'ont qu'à arrêter leurs menaces. Ils n'ont qu'à dire à leurs sbires, à leurs porte-flingues qui entourent le Sahel, ils n'ont qu'à leur dire arrêtez vos menées guerrières parce que nous, on veut changer de discours avec les États du Sahel, on veut travailler avec eux. Moi, j'encourage la France à travailler avec les États du Sahel parce que c'est eux qui ont l'avenir. Ceux sur qui ils misent dans la sous-région, là, ils n'ont aucun avenir. Ils n'iront nulle part. Je crois qu'en France, il y a quand même des gens qui font des analyses et qui voient ce qui arrive. Moi, je ne sais pas comment je peux miser sur un président de 90 ans pour laisser un président de 34 ans. C'est une question de bon sens.
Diallo, l'AES peut-elle aller jusqu'à abandonner l'usage de la langue française comme le Rwanda par exemple? Oui, sur ça, je pense que l'AES, selon mon analyse, franchit donc les barrières, je peux dire, de manière progressive. Si vous voyez, c'est graduellement que l'AES est en train d'atteindre ses objectifs. Et je pense que, je sais que une monnaie est en préparation, mais vous savez que abandonner une monnaie pour une autre, c'est très compliqué. Je veux dire, c'est très dense. Et que cela a beaucoup d'implications, cela nécessite beaucoup de préparation, cela nécessite beaucoup de technicité. Donc je crois que si avec le temps, c'est l'avenir qui nous le dira, si il y a déjà eu des pays qui ont abandonné la langue française officiellement, on connaît le cas du Rwanda, ça n'a pas empêché ensuite aux Français d'aller chercher une Rwandaise et dont le pays est devenu maintenant anglophone pour venir administrer l'OIF. Donc vous savez très bien que cette France-là avec son OIF, ce n'est rien de sérieux du tout. Ce n'est absolument... Et il y a ce que disait l'ambassadeur tellement vrai que ça m'a rappelé un exemple. Les Français, plus généralement, les Français ont pillé des pays africains et ont ramassé leurs objets d'art. Ouais. Aujourd'hui, ces objets d'art, pour les restituer, on dit qu'il faut voter une loi. Mais je ne comprends pas. Oui, mais quand on parle de français, est-ce que ce n'est pas une stigmatisation? Parce que le pillage des objets d'art en Afrique... j'ai donné cet exemple de la France parce que nous parlons au IF. Sinon, c'est tous les pays impérialistes là qui ont eu à commettre ces forfaitures. Mais ce sur quoi j'aimerais attirer l'attention de nos téléspectateurs, c'est quoi? Lorsque vous reconnaissez avoir volé l'objet de quelqu'un, il vient chez vous, il voit l'objet. Mais qu'est-ce que ça vous coûte de restituer simplement cet objet? Il faut qu'on fasse une loi pour ça. Il faut qu'on aille voter à l'Assemblée nationale pour restituer un objet volé. C'est-à-dire que des États qui veulent donner des exemples de démocratie aux gens, ces États, on les reconnaît comme des États voyous et voleurs, permettez-moi l'expression, et on voit le fruit du vol, on voit les butins chez eux. Maintenant, il faut que... C'est votre façon d'analyser. Non, mais c'est aussi simple. Le vol là. Il parle de prise de guerre, donc... Il n'y a pas de prise de guerre. Quand nos parents sont allés mourir par milliers pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale, ils ont ramené quelle prise de guerre? Ils ont pris quoi à ces gens pour ramener chez eux? Mais tu m'as aidé, j'ai gagné la guerre. Mais je ne t'ai rien pris. C'est pas normal. Mais maintenant, vous dites prise de guerre, alors que vous êtes venu nous dire qu'on est indépendant, vous venez même nous dire qu'on va parler la même langue, on va partager la culture. Non, mais pendant ce temps, vous êtes assis sur les prises de guerre. C'est exactement ce que je disais. Nous réfléchissons comme les Français. En fait, c'est un langage, c'est une expression pour cacher le vol. Pour quand on parle de prise de guerre, ce n'est rien du tout. Ce n'est pas, c'est du vol, c'est du pillage. Ça, on le sait. Ils ont pillé nos objets d'art, restitué nos objets d'art. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin qu'on fasse un lexique autour de ça pour voiler la chose. Est-ce que certains de ces objets n'ont pas été vendus par les Africains? Écoute bien, tu as suivi récemment une pauvre dame qui disait que bon, Trump, il n'aime pas les Européens, il doit ramener la statue de la liberté. Et tu sais ce que les Américains ont répondu? Ils disent mais attendez, fermez-la. Parce que sans nous, vous seriez même en train de parler allemand et vous n'auriez même pas su que la statue de la liberté vient de chez vous. Mais nous, on vous a empêché de parler allemand. Et c'est nous que vous piétinez. Et vous avez l'outrecuidance, l'impolitesse, le racisme primaire de dire que les Africains ne sont pas reconnaissants. Reconnaissants de quoi? Vous êtes là parce que nous, on était là. Sans nous, vous n'êtes pas là. Et vous dites qu'on doit être reconnaissant de quoi? Vous, les Américains, vous demandent aujourd'hui d'être reconnaissants et de ne pas parler de la statue de la liberté. Parce que vous êtes là, parce que eux, les Américains, ils sont là. C'est valable pour les Africains. C'est valable pour les Russes. Vous êtes là parce que les Russes sont là. C'est les Russes qui ont mené la guerre. Depuis Stalingrad, ils ont marché jusqu'à Berlin. Est-ce qu'on a besoin de rappeler ça à un historien? Même si tu n'es pas historien, tout le monde connaît ça. Mais vous n'êtes pas reconnaissant. Vous vilipendez les gens qui vous ont empêché d'être pris par les Allemands. Tu sais, entre parenthèses, moi, tu sais, quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui en Europe,
Gilles, je vais te dire que je vais écrire ça quelque part. La prochaine guerre qu'il y aura en Europe, ce n'est pas contre Poutine. Il y a des pays européens eux-mêmes qui veulent prendre des revanches les uns sur les autres. Je te parle de ce que je sais. Et je te garantis que personne n'ira aider la France. Personne. Il y a des pays européens là-bas qui veulent prendre des revanches sur la France. La France le sait. Et personne n'ira les aider. Ils comprendront. Ce n'est pas trop tard de parler allemand. Pour boucler cette première partie, est-ce que géopolitiquement, ce que joue l'AES aujourd'hui, ce n'est pas très intelligent parce qu'on voit dans le monde du bouleversement les blocs géopolitiques en train de bouger et il me semble que l'AES aujourd'hui tente de tirer ses marrons du feu parce que, quoi qu'on dise, tous les blocs sont affaiblis et ils profitent pour s'affranchir. En tout cas, le moment est propice. Le moment est propice, d'autant que aujourd'hui, avec cette guerre en Ukraine, avec l'isolation de l'Europe, avec la faiblesse de l'Europe et avec la montée des extrêmes droites dans tous ces pays, avec l'arrivée aussi de Donald Trump à la Maison Blanche qui est en train de se rapprocher quasiment de Poutine et donc de la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, le moment est propice. La faiblesse de l'Europe, est-ce que vous n'allez pas trop vite en besoin parce qu'elle est en train de s'organiser, se réorganiser? Bon, on va voir ensemble. Ils n'ont aucune organisation. Leur organisation, et particulièrement l'organisation de la France, est de tout le temps basée sur les colonies, sur les pays dans lesquels il a de l'influence. La France, sur 100 ampoules en France, au moins 90 sont alimentés par l'uranium du Niger, je vous dis. Non, on parle d'une ampoule sur 3. Non, on parle d'une ampoule sur 3, d'accord, mais faites le ratio, vous allez voir. Donc c'est pour vous dire que ils n'ont rien, ils sont en train de s'organiser, ils sont en train de parler. Et puis c'est des pays surendettés qui disent qu'ils vont. Moi, je ne parle pas de la France, je parle de l'Europe. Oui, bien sûr. Attends. L'Europe fait quoi? Elle s'organise. Se réorganise. Sur le plan de la défense pour venir en aide à l'Ukraine. Mais écoutez, l'Ukraine, le temps qu'ils finissent de fabriquer autant d'obus que nécessaire pour attaquer la Russie, l'Ukraine a déjà disparu des cartes. Mais vous fabriquez en un an autant d'obus que les Russes en fabriquent par semaine. Et vous dites que vous allez les attaquer. Mais pour ça, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que à partir du moment où la France veut distribuer les bombes nucléaires à tous les voisins, mais la bombe nucléaire, qu'elle parte de l'Allemagne, de la France, de la Tchécoslovaquie, de l'Ukraine ou même de la Pologne, c'est la bombe nucléaire, elle va frapper la Russie. Mais les pays qui veulent recevoir les bombes nucléaires françaises, est-ce qu'ils imaginent, si une bombe part de chez eux, ce que leur pays va devenir? Mais je ne sais pas, il y a une maladie là-bas hein, en Europe, hein, les gens refusent de réfléchir. Hein. Et quand tu réfléchis, on dit que tu es pro-Poutine. Quand Trump réfléchit, on dit qu'il est pour Poutine. Donc on ne peut pas dire quelque chose qui relève du bon sens quand on n'est pas pour Poutine. Mais si c'est vous aujourd'hui qui faites la publicité de Poutine, de son bon sens, de ses réflexions, mais nous on ne peut rien, nous on vous regarde, hein, c'est pas nous, moi je ne suis pas un agent de Poutine. Je ne connais pas Poutine, je ne connais pas la Russie, je ne sais même pas dire bonjour en russe. Pourtant, je sais dire bonjour en français, en anglais et en allemand. Donc, je n'ai aucun intérêt à promouvoir Poutine contre vous. Mais, quand vous-même, vous chargez de le promouvoir, mais on vous regarde, tu distribues 300 bombes à 27 pays. Et contre quelqu'un qui a 5900 bombes. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Ils se réorganisent pour faire quoi? Ils devaient se réorganiser pour sauver leur économie. Et le seul moyen de sauver leur économie, c'est de revenir nous voir, nous les Africains, pour dire, écoutez, on va changer de disque, on va changer de comportement, on va travailler avec vous, et vous allez voir que c'est gagnant-gagnant. Vous allez gagner, nous allons gagner. Mais non, ils sont toujours dans l'ambiance de l'esclavage. Comme ils ont 2 ou 3 herbivores sur la côte qu'ils veulent utiliser contre les pays du Sahel, bon, on les regarde, on va voir où est-ce que ça va finir avec ces herbivores. Mais bon, on va marquer une pause. Pour reprendre les discussions dans une dizaine de minutes.